Donc il y a encore 1,5 million de Mongols qui vivent comme leurs ancêtres, qui sont nomades. Nomades, ça veut dire plein de choses. Concrètement, ça veut dire qu'on ne reste pas au même endroit. Ça veut dire que quand il n'y a plus assez d'herbe pour les animaux, quand il n'y a plus assez à manger pour eux, il faut se déplacer. Il faut trouver un nouvel endroit pour qu'ils aient à manger. Quand il fait trop froid dans un endroit, il faut bouger et trouver un endroit où il fait moins froid pour que les familles humaines aussi puissent subsister, pour que les familles animales puissent subsister. Mais nomade, ça veut aussi dire qu'on n'est pas toujours avec sa famille. Ça veut dire que on a des frères et sœurs, on a des parents, mais qui habitent généralement loin, pas tout près. Parfois on se rejoint pendant un temps, on fait camp commun pendant l'été, et puis après pendant l'hiver, chacun va repartir à des dizaines, voire des centaines de kilomètres les uns des autres. Donc vivre de manière nomade, ça veut aussi dire vivre séparés. Et ça, les enfants doivent l'apprendre très tôt. Parce que les enfants vont être scolarisés, comme vous, à l'âge de 6-7 ans, comme chez nous. Et ça veut donc dire qu'à l'âge de 6-7 ans, on va les envoyer dans des villes en internat. Et les parents ne les reverront que 2 fois par an. Ils les reverront pour le Nouvel An mongol, qui a lieu généralement en janvier-février, un peu comme le Nouvel An chinois. Et ils les reverront après pendant les vacances d'été. Et c'est tout. Pour préparer ça, quand les enfants sont à la veille de rentrer à l'école, on les envoie, les parents les envoient chez un proche, une grand-mère, une tante, un oncle, n'importe qui de proche, mais qui habite loin, où le camp est loin. Et pendant tout le temps où l'enfant est avec cette personne, on lui dit chaque jour, est-ce que ta famille te manque? Est-ce que tu as envie de voir tes parents? Et donc quand l'enfant dit « Oui, j'aimerais bien voir maman, elle me manque », la personne lui dit « Bah t'as aucun courage, t'es nul. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais pas vivre sans tes parents ou quoi? T'es vraiment en dessous de tout. » Et jusqu'à ce que l'enfant change d'avis et dise « Non, ça va, il me manque pas. » On lui répétera ça. Donc à l'âge de 6-7 ans, les enfants vont apprendre à ne pas montrer leurs sentiments, même si leur famille leur manque. Et à 6-7 ans, c'est normal de vouloir voir son papa et sa maman, ses frères et sœurs. Mais tant qu'ils n'apprendront pas à le cacher, tant qu'ils n'apprendront pas à être rudes comme l'est leur pays, ils ne seront pas capables de vivre sur une terre où il fait moins 50 l'hiver et plus 50 l'été. Et où aucun cadeau ne leur sera fait par la nature. En Mongolie, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a ni fruits, ni légumes. On ne peut rien cultiver. L'hiver, il fait beaucoup trop froid, et l'été, il fait beaucoup trop chaud. Le sol, c'est de la pierre. Oui, il y a un peu d'orge dans l'ouest du pays, mais enfin, c'est pas ça qui nourrit un peuple entier. C'est pas parce qu'on arrive à faire pousser 2-3 trucs avec une agriculture, on pousse à fond derrière. C'est pas ça. Les Mongols, ils doivent vivre avec et pour leurs animaux. Ça veut dire aussi que les seules choses qu'il y a à manger, c'est leurs animaux. C'est la seule chose que leur nature leur donne et c'est pourquoi ils en prendront toujours le plus grand soin. Les manger, c'est parce qu'ils sont obligés. Il n'y a rien d'autre de toute façon. Il n'y a rien d'autre. Et quand un animal est abattu, déjà c'est pas n'importe quel animal. C'est jamais un bébé. Sinon, c'est pas comme ça que le troupeau va grandir. C'est jamais une femelle. Sinon, c'est pas comme ça que le troupeau va grandir. C'est jamais un jeune mâle. Pas comme ça que le troupeau va grandir. Donc, on ne mange que les vieux animaux. Ceux qui en ont marre, en fait. Ceux qui veulent plus trop se reproduire, qu'ils soient mâles ou femelles. On voit qu'ils ont plus trop envie. Ceux-là, on va les abattre pour les manger. Deuxième chose, l'animal est sacrifié pour qu'on puisse se nourrir nous, d'accord? Mais il ne doit rien en rester, c'est-à-dire il faut vraiment tout manger. On mange tout ce qui est consommable, et après on va aussi utiliser sa peau pour faire du cuir, son poil pour faire du feutre. Bref, on va vraiment tout utiliser, les os, on va faire des sculptures. En tout cas, on va honorer l'animal jusqu'au bout. Et la troisième règle, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de sang versé sur la terre. Jamais, jamais.
aucune goutte de sang ne doit toucher la terre mongole. Alors du coup, pas d'égorgement, pas de cris, pas d'ouverture d'animal en catastrophe. En fait, les Mongols font une incision dans la poitrine de l'animal, ils passent la main à l'intérieur et ils pincent la veine qui va vers le cœur. Le cœur s'arrête. En tout cas, les femelles, quand elles ne mettent pas. Du coup, tout l'intérêt d'avoir des jeunes mâles vigoureux qui font plein de petits poulains, veaux, chevreaux, agneaux, pour avoir du lait. Et le lait, c'est la première chose qu'on mange le matin, parce que la journée commence à 5h30 par la traite des vaches. Et pour le thé, il y a une technique particulière en fait pour le rendre plus crémeux. C'est pendant qu'il cuit, vous prenez une louche et vous laissez après couler le thé. Et en fait, ça fait rentrer de l'air dedans et ça rend le lait plus crémeux, donc plus épais et plus réconfortant. C'est bon. Une fois que les vaches sont prêtes, une fois que vous avez pu prendre un petit déjeuner, vous pouvez aller vous laver. Il n'y a pas d'eau courante, mais il y a une rivière. Alors par contre, pas le droit de se nettoyer dans la rivière, parce que l'eau est sacrée, qu'on ne peut pas y mettre de l'après-shampoing. Hein. Après, les animaux boivent quoi? De l'après-shampoing. On se met à côté de la rivière, on nettoie son visage, on nettoie ses mains. On ne nettoie pas forcément tout, hein. On ne fait pas les toilettes entières tout le temps. Même Ça va bien? comment? Ça va bien ou pas? Non. C'est traire les vaches? Bah, bien sûr, exactement. C'est traire les vaches, très bien. Traire les vaches, la première chose qu'on fait. Deuxième geste. Exact. Loucher le thé, très bien. Toujours facile parce qu'on en a parlé, mais je vous montre d'abord ceux dont on a déjà parlé. C'est ça, c'est laver le visage, c'est laver les mains dans la rivière. Coudre, je l'ai entendu. Exactement, très bien, coudre. Enrouler une corde autour de son poignet. Voilà. Voilà. Exact. Lasso. Le lasso pour attraper les animaux. Alors j'en ai un hyper dur. Celui-là, franchement, si vous le trouvez, vous êtes très fort ou alors vous êtes allé en Mongolie. Regardez bien, c'est en plusieurs parties. T'as mis la peau des vaches?
Cet animal, c'est vraiment le centre de la culture mongole. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ce cheval qui est une race en lui-même. Ça s'appelle un cheval mongol et c'est le nom de la race. Et il est interdit d'exporter cette race à l'extérieur et interdit de la croiser. Donc si un jour vous voulez voir un cheval mongol, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller en Mongolie. Alors, on voit ici, quand on voit quelqu'un dessus, que c'est des chevaux qui sont très petits, par rapport, même plus petits que certains de nos poneys, hein, ici. Et en revanche, ils sont éduqués à être très intelligents. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas vraiment d'obéir à leur cavalier, leur pas un maître, c'est plus un cavalier, on ne leur demande pas d'obéir au cavalier, on lui demande de coopérer et de réfléchir à comment résoudre des problèmes aussi avec son cavalier. Ça veut dire que quand par exemple on va chercher un autre cheval dans le troupeau, on utilise donc un cheval monté, là on voit le lasso mongol qui s'appelle urak. Alors c'est pas exactement comme les lassos de cow-boy parce que c'est pas que de la corde, vous voyez il y a une partie en bois et une partie en corde. Quand on va chercher un autre cheval avec l'urak, ce qui se passe, c'est que le cavalier, lui, il sait quel cheval il veut récupérer dans le troupeau, il va s'en approcher, mais qu'une fois qu'il arrive près, le cheval qui est monté, il sait aussi, il a compris qu'on allait attraper ce cheval-là précisément, celui-là. Et il utilise aussi sa communication de cheval, entre guillemets, pour dire à l'autre, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va juste te mettre le lasso autour du cou, et c'est bon. Ça aide, ça permet d'avoir des attrapages qui ne sont pas violents entre chevaux et cavaliers. Deuxième chose, les animaux savent aussi prendre soin de ce qu'on leur met sur le dos. Dès l'âge de 2 ans, on met un enfant sur un cheval. Comme il ne sait pas encore marcher généralement, on saucissonne ses jambes autour des sangles. On attache des cordes entre les jambes et les sangles. Et après, le cheval, il gère. Soit il sait où il doit aller, soit il suit un autre cheval de devant, et il va toujours adapter son allure pour pas que l'enfant soit trop culbuté sur le dos. Il sait faire. Le cheval, c'est encore aujourd'hui l'un des moyens de locomotion principaux des Mongols. Ils transportent carrément leur maison dessus quand ils démontent la yourte pour aller ailleurs. Elle est chargée sur des chevaux, ou des chameaux, ou des yaks. Mais le cheval sert aussi à aller d'un endroit à un autre. Et je pense que dans la danse aussi, vous avez déjà pu percevoir déjà les mouvements du cheval, mais pendant tous les mouvements que j'ai faits, il y avait toujours des mouvements d'épaule. Et ces mouvements d'épaule, justement, ils représentent le cheval qui marche, qui trotte ou qui galope, peut aller à plusieurs allures, même dans la danse. Donc dans la base même de la danse, le cheval est déjà inscrit. Parce qu'il est tellement, tellement important aux yeux des Mongols. Et c'est même lui qui sauve les Mongols de carences alimentaires, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fruits, pas de légumes. Donc c'est compliqué, théoriquement, on se demande d'où vient la vitamine C dont on a besoin pour avoir le scorbut. En fait, quand on fait fermenter le lait des juments, ça produit des vitamines B, K et C. Donc si on en boit quotidiennement, on a un apport en vitamines suffisant, et largement suffisant visiblement, pour passer des hivers à moins 50 degrés. Donc même les animaux peuvent apporter des vitamines. Du coup, si vous n'aimez pas les fruits et légumes, passez au lait de jument fermenté. C'est très bon, faites pas comme si vous en aviez goûté. C'est hyper bon. Dans les jeux virils, tout à l'heure j'ai parlé de la lutte et j'ai parlé du tir à l'arc, mais il y a aussi évidemment l'épreuve reine. L'épreuve reine, c'est la course de chevaux. Alors, vous êtes tous trop vieux pour participer parce que c'est jusqu'à 11 ans maximum. Parce qu'après 11 ans, vous êtes trop lourd pour les chevaux, puisque pas de gagner. Ça se déroule toujours en été et sur plusieurs kilomètres. Donc ici, c'est le fils de la famille qui m'hébergeait, Senna, qui est en train de passer la ligne d'arrivée en premier.
Quand le cheval passe la ligne d'arrivée, le cavalier descend immédiatement et tout le monde se précipite pour féliciter le cheval. Le cavalier, il reste complètement de côté, en fait, tout le monde s'en tape. C'est le cheval qui a gagné. Le petit, il était sur le côté, il était juste en train de reprendre son souffle. Tout le monde se précipite sur le cheval. En plus, cheval numéro 1, donc le top. Mais les 5 premiers sont gagnants, en fait. Nous, généralement, on va jusqu'à 3 quand on fait des compètes, c'est les 3 premiers qui sont classés sur le podium. En Mongolie, c'est les 5 premiers. Dès que le cheval arrive et que le cavalier est descendu, tous les spectateurs se précipitent sur le cheval. On prend avec la main sa sueur et on se la met sur le visage. Ça porte chance. Ah oui, bah, c'est pas un pays pour les fragiles. Hein. Faut se mettre de la sueur de cheval sur le visage. Et après, avec une raclette, on enlève le reste de la sueur, on la met dans un seau, et plus tard, on l'étalera sur le toit des yourtes. Et ça porte chance aussi. Le cheval, il est dans la danse, mais il est aussi dans la musique. Et je voudrais vous montrer cet instrument, qui est l'instrument principal de la musique mongole, et qui s'appelle vielle à tête de cheval, parce que vous voyez qu'en haut, il y a une tête de cheval sculptée. La légende veut que ce soit un cheval qui ait créé cet instrument. Donc il était une fois, comme on dit, même en Mongolie, il y avait un jeune homme qui s'appelait Horo Namjil. Et Horo Namjil menait une vie paisible d'éleveur. Il vivait avec sa grand-mère et avec sa future femme, sa fiancée. Et puis un jour, un homme vient le chercher. Il faut qu'il intègre l'armée de Gengis Khan. Gengis Khan, le héros mongol, celui qui a conquis le plus grand empire que la terre ait porté. Gengis Khan a besoin de renforts pour son armée. Il va chercher dans tous les coins de la Mongolie des jeunes hommes dans la force de l'âge. Et donc, un envoyé vient chercher Horo Namjil, qui, lui, ne voulait pas vraiment rentrer dans l'armée, mais bon, c'est Gengis Khan, on n'a pas le choix. C'est le chef de tous les Mongols. La veille de son départ, sa petite amie et lui sont auprès d'une rivière. Et de la rivière, elle fait surgir un cheval noir magique. Elle lui dit: voilà, moi non plus, je n'ai pas envie qu'on soit séparés par ces milliers de kilomètres, par l'armée, par la guerre. Je suis magicienne, je t'offre ce cheval noir. Ce cheval noir, il a une particularité. Quand tu claqueras des doigts près de lui, il va déployer 2 ailes. Et ça te permettra de voler avec ton cheval d'un endroit à l'autre et de venir chaque nuit. Et c'est ce qui se passe. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, chaque nuit, Horo Namjil utilise son cheval noir pour revenir auprès de ceux qu'il aime. Mais une nuit, pendant qu'il était dans la yourte avec sa grand-mère et son ami, et une femme d'un autre camp, qui le voyait toujours revenir avec le même cheval, et se disait: c'est pas normal, un cheval, normalement ça doit être fatigué, il faut en changer. C'est pas normal qu'il ait toujours le même cheval, qu'il ait toujours l'air en forme. Du coup, elle s'approche du cheval et elle claque des doigts, comme elle avait vu ou entendu Horo Namjil le faire. Et le cheval n'a pas fait attention. Il entend claquer des doigts, il déploie ses ailes magiques. Du coup, la voisine se dit: ok, j'ai compris maintenant comment ça fonctionne. Mais elle est tellement jalouse que Horo Namjil ait un cheval magique que pour se venger et pour l'empêcher, elle prend un couteau et elle coupe les ailes du cheval. Évidemment, le cheval se met à hurler et à hennir de douleur, et ça attire l'attention de Horo Namjil, qui sort à toute vitesse de sa yourte pour venir voir ce qui se passe. Mais c'est trop tard, le cheval meurt entre les bras de son maître. Pendant des jours et des jours, Horo Namjil était incapable de dormir, tellement il pensait à son cheval, à ce meilleur ami qu'il avait perdu. Et puis, après quelques jours d'épuisement, il finit par s'endormir. Et c'est là que dans son rêve, son cheval lui apparaît. Et il lui parle, il lui dit: mon maître, ne soyez pas triste. Prenez mes os, mes crins, mes tendons, mes muscles, faites-en un instrument. Ainsi, quand vous en jouerez, je serai toujours avec vous. Aujourd'hui, cet instrument existe encore. Elle sert aux enfants qu'on voit ici sur cette vidéo, qui sont à l'internat, loin des parents, comme on a dit tout au début, loin de leur famille, de ceux qu'ils aiment.
Ils peuvent en jouer pour se rappeler les galops des chevaux. Sur le rolling roll, ils peuvent donner un coup d'archet spécial qui fait hennir la vielle en fait. Quand ils passent l'archet, ça fait Niii. Et quand on le fait dehors, certains chevaux répondent. Quand ils entendent le hennissement de la vielle, certains chevaux répondent. Je voudrais vous faire une dernière danse pour vous souhaiter bonne chance et bonne année.